Ce que je m'apprête à avancer n'a aucun sens, mais je suis infiniment redevable à cette émission puisqu'elle me permet de m'entourer d'être intelligent. Abdessamad Naimi, comment vas-tu? Ça va? Ça va et toi? Très bien, merci. Tu es cofondateur de Ribat al-Hikma et fondateur de Inactuel. Bon, Ribat al-Hikma, je l'ai présenté à deux reprises ici. Parle-nous un peu de toi et de ce que tu fais sur Inactuel. Alors, Abdessamad Naimi, journaliste, juriste. Je suis effectivement un des membres fondateurs de Ribat al-Hikma, mouvement traditionnaliste, et du média, et fondateur du média Inactuel, inactuel.ma. Comme vous le savez, le Ribat al-Hikma, c'est un mouvement traditionnaliste qui est dans une lutte conceptuelle contre la modernité. Inactuel.ma, c'est un peu le déploiement on va dire, de l'idéologie, en tout cas de la tentation ou de la volonté de mettre en place une idéologie traditionnaliste, en tout cas de mettre en place un logos marocain. Et Inactuel est un déploiement médiatique, c'est-à-dire c'est une vision traditionnaliste, souverainiste, conservatrice sur l'actualité, sur à la fois l'actualité du Maroc, l'actualité du monde. C'est vrai que ton discours, il va à l'encontre de la doxa dominante. C'est assez rare au Maroc. Et on peut être d'accord, pas d'accord, mais ça permet d'examiner d'autres lectures, d'autres narratifs que ceux servis par la pensée unique. On est là pour répondre à plusieurs questions sur notre présent, sur le modèle de société qu'on souhaite bâtir tous ensemble, des interrogations auxquelles le rapport sur la commission spéciale sur le développement, sur le modèle de développement était censé apporter des éléments de réponse. Censé, oui. Ouais, ouais. Vous êtes resté aussi sur votre fin? Oui, je veux dire, le diagnostic qui a été établi, il est pertinent. Le diagnostic établi par le rapport qui a été présenté au roi. Par contre, les propositions, c'est beaucoup plus décevant, par contre. Parce que il y a eu, on va dire, au-delà, on va dire, du reparamétrage économique, on en reparlera, mais soit il y a eu une incompréhension de la part de ce qui a été demandé par le roi dans son discours, soit il y a eu une incompréhension chez les citoyens, parce que un nouveau modèle de développement implique une théorie politique, une idée nationale. Et tout modèle de développement ne saurait être que le déploiement de cette idée nationale. Or, il n'y a aucune proposition au niveau du nouveau modèle de développement de ce qu'on pourrait appeler une vision de la société marocaine dans l'avenir. Parce qu'il y a beaucoup de slogans, c'est-à-dire société forte, État fort, c'est contradictoire, on en parlera. Mais quand on parle par exemple du volet culturel, qui est d'ailleurs assez négligeable dans le rapport, en tout cas d'un point de vue quantitatif, mais c'est pas grave. Et on le voit que d'un point de vue identitaire, quand on parle du Maroc, c'est souvent une agglutination de plusieurs identités. Une sorte de patchwork entre l'identité saharienne, l'identité berbère, l'identité juive, l'identité andalouse, africaine. Ce qui est vrai, hein, je veux dire, le Maroc a été une jonction entre ces cultures, ces identités, de par son histoire impériale. Mais il faut qu'on en fasse une synthèse. Une synthèse qui va au-delà d'une unité nationale autour de certaines questions. Parce que bientôt, la question de l'intégrité territoriale sera réglée, ce qui est en cours. La question, on va dire l'institution monarchique, elle est pérenne, d'un point de vue politique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après? Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une carence en termes de narratif de l'État. Ça veut dire qu'il n'y a pas un discours de la part de l'État qui permette ce qu'on pourrait appeler de mobiliser l'énergie calorifique des gens. Ça veut dire permettre aux gens de se sacrifier pour les générations futures. Comme ça a été fait en Espagne, comme ça a été fait dans les pays d'Europe du Sud pendant les années 70, 80. Et aujourd'hui, on est dans un discours égalitariste qui est très dangereux. D'ailleurs, même dans le rapport du nouveau modèle de développement, on parle beaucoup il y a un langage inclusif. Et le verbiage, je ne crois pas qu'il soit pertinent, surtout que, et ça il faut le dire aux gens, que les années à venir, elles seront difficiles pour plusieurs catégories de la société marocaine. Et il s'agit de donner aux Marocains la volonté de se sacrifier.
Et pour leur donner cette volonté-là, il faut leur présenter quelque chose pour quoi se battre, Ouais. si vous voulez, pour être un peu simple. Et je crois que pour l'instant, il y a un échec par rapport à ça. Alors, il y a eu de grandes épopées. La raison pour laquelle le Maroc est particulier par rapport à ses voisins, c'est que contrairement à ses voisins qui sont des États postcoloniaux au sens propre du terme, le Maroc étant aussi un État postcolonial, vu qu'il a connu l'expérience du protectorat, mais vu son histoire et son indépendance par rapport aux différents empires du 19e siècle, du 18e siècle, euh, l'un des actes fondateurs de l'État marocain, de l'identité marocaine contemporaine post-indépendance, ce n'est pas l'indépendance, contrairement à l'Algérie par exemple, ou à la Tunisie ou aux autres pays africains, mais c'est plutôt la marche verte. La marche verte est, on va dire, l'un des événements marqueurs qui ont permis une unité nationale, une sorte d'idée nationale. Et ce qui est intéressant, c'est parce que c'est une conquête. Donc c'est une sorte il y a une virilité. On n'est pas toujours dans le discours victimaire vis-à-vis de l'ancien colon. Donc, la raison pour laquelle d'ailleurs la marche verte, l'anniversaire de la marche verte est un jour férié, ce qui n'est pas le cas du jour de l'indépendance. Mais bon, ça reste un détail. Mais toujours est-il que oui, il y a la nécessité aujourd'hui de produire du concept, si l'on veut générer de la mobilisation. Alors, on a vu depuis l'introduction de la modernité politique au Maroc, c'est-à-dire via le constitutionnalisme, tous les processus électoraux ont connu un taux d'abstention énorme. C'est-à-dire le processus électoral n'a jamais connu une grande mobilisation de la part des citoyens. Et encore une fois, il ne s'agit pas de dire que non, les Marocains ne sont pas prêts pour la démocratie et qu'ils ne sont pas assez mûrs et que ce sont des lumpen citoyens à éduquer. Alors que non, en réalité, non. Je veux dire, c'est simplement que dans notre imaginaire, il y a encore, on va dire, les lambeaux de notre tradition politique qui est celle d'une démocratie, plutôt pas d'une démocratie, au contraire, d'une monarchie décentralisée et anti-parlementaire. Et la modernité politique, en réalité, elle a fait en sorte de créer on va dire une couche, une classe intermédiaire parasite, qui est la classe politique, qui parasite, qui phagocyte tous les liens d'interaction entre le peuple et la monarchie, qui sont les deux pôles de souveraineté du Maroc. Et c'est vrai, pour revenir au modèle de développement, sur les recommandations, on n'a pas vraiment inventé le fil à couper le beurre, mais il aurait fallu quand même répondre à une seule question qui est qu'est-ce qu'être marocain? Ça te à la question de la réparation est vraiment importante, comme dirait Mohamed Hamdouni, que j'ai interviewé il y a quelques semaines. Le Marocain aujourd'hui, c'est l'appartenance. C'est une appartenance pathologique en fait qui souffre. C'est une appartenance souffrante, dans le sens où elle ne peut plus assumer son appartenance à une quelconque communauté parce que cette appartenance ne compte rien. Ce Marocain qui vit le chamboulement de ses appartenances au profit d'autres appartenances qui qui se mettent en place, il le vit mal dans le sens où ce qu'il a hérité dans son éducation devient sans valeur. Et puisque ça devient sans valeur, il est en train d'appartenir ou de se réapproprier des appartenances qu'on voit de l'ordre de tous les jours, surtout des appartenances qui virent vers la violence sociale. Alors, à aucun moment, il faut dire qu'une culture, par exemple, comme le Maroc, était fière de créer des appartenances par la violence. Ça veut dire on ne célébrait pas la violence, on ne célébrait pas la noirceur et la dépression. Et je crois que c'est un phénomène occidental qui vient d'une trajectoire traumatique. Hamdouni, il décrit le Marocain comme étant une appartenance pathologique. Oui, exactement, une appartenance souffrante, une appartenance pathologique, voilà. C'est-à-dire on ne peut pas bâtir un modèle sans savoir qui on est, principalement. Voilà. Donc, comme je disais, il faut une synthèse entre ces différentes influences culturelles, et il faut surtout une théorie politique, une idéologie nationale. Et contrairement à ce qu'on croit, même les grandes démocraties ont une théorie politique et une idéologie nationale. La France, elle est toujours jacobine et républicaine, c'est une théorie politique, c'est la théorie politique libérale, on va dire constitutionnaliste, importée des États-Unis par Alexis de Tocqueville et par Montesquieu. Et les États-Unis aussi, ils ont leur théorie politique.
la Russie a sa théorie politique, son idéologie nationale, et contrairement à ce qu'on croit, même les systèmes pluralistes sont en réalité attachés à un fondement. Et c'est ça le problème aujourd'hui avec la postmodernité politique, avec ceux qui revendiquent aujourd'hui la démocratie, même au Maroc. Ils croient qu'en réalité la démocratie, c'est l'absence de consensus populaire, de consensus national. Or non, il faut d'abord un consensus national pour qu'on puisse après générer une société pluraliste, ouverte. Bon, après tout ça, ça reste à voir, mais à définir. Voilà, à voir et à définir, exact. Mais toujours est-il que il y a aujourd'hui l'absence de ce qu'on pourrait dire, de ce qui pourrait à la fois garantir notre souveraineté économique, politique, sociale, culturelle. Et pour ça, il faut une stratégie. Et cette stratégie-là, elle ne peut se décliner par des rapports, on va dire, abscons, totalement abscons. C'est-à-dire, on reste dans la macroéconomie, on reste dans le reparamétrage, on reste dans l'écume des choses. Et on n'est pas dans une approche historique, déjà. C'est très important, l'historicité. Et d'ailleurs, en réaction à la présentation du nouveau modèle du développement sur inactuel.ma, on avait parlé, on avait réagi via un éditorial où on avait parlé de conquérir les âmes. Et aujourd'hui, le Maroc, il s'agit de conquérir les âmes. Et j'ai donné l'exemple de Bayraktar, en Turquie, qui est un Turc de 2e, 3e génération aux États-Unis, qui a fait ses études au MIT et qui a développé et qui a maîtrisé la technologie des drones, dont il détenait le brevet. Enfin, pas le brevet des drones, mais un brevet qui lui permettait de développer un drone, pour être simple. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il est rentré en Turquie et qu'il a développé ça en Turquie. Et aujourd'hui, la Turquie a son propre modèle de drone, TB1, TB2. D'ailleurs, le Maroc a acquis des drones. Et pourquoi je donne cet exemple-là? Parce que ce type-là, aux États-Unis, il n'avait aucune raison de rentrer en Turquie. Ce qui l'a poussé à rentrer, c'est qu'il était totalement attaché à l'ottomanisme, à la grandeur de la Turquie, et à ce que proposait Erdogan, comme idée nationale. C'est une âme au service de la nation. Au Maroc, on a beaucoup de mal à générer ça. Surtout que combien de Bayraktar marocains potentiels? Il y en a des milliers. Des grandes têtes marocaines, partout dans les grands centres de recherche du monde, dans les grandes agences nationales de développement, de plusieurs pays étrangers, mais qu'on n'arrive pas à absorber parce que, tout simplement, non pas parce qu'on n'a pas la profondeur industrielle, simplement, c'est partiellement le cas, mais c'est surtout parce qu'on n'a rien à leur proposer. Et parce que souvent ces gens-là sont des gens qui veulent se mettre au service de quelque chose. Et pour l'instant, au Maroc, il n'y a pas grand-chose. Je veux dire, sur le front interne, aujourd'hui, on ne propose pas une théorie qui puisse permettre de resserrer les rangs. Parce qu'effectivement, le Maroc aujourd'hui traverse une période extrêmement difficile de son histoire, géopolitiquement, au niveau de la conjoncture, ses frontières, les problèmes territoriaux avec l'Espagne, avec l'Algérie. Et pour pouvoir resserrer les fronts à l'étranger, en externe, il faut un front intérieur qui soit performant. Et pour l'instant, on a du mal à l'avoir. Comment tu décrirais le régime économique de notre pays? Post-indépendance, on va dire le Maroc a été projeté dans une post-modernité et l'ensemble des politiques économiques qui ont été adoptées, est-ce qu'elles sont en adéquation avec nos valeurs, avec notre perception de la réalité? Alors déjà, pour répondre à la première question, qui est par rapport à la nature du système économique, alors... Est-ce que c'est un capitalisme de connivence? Alors, effectivement, déjà, dans les mémoires du feu roi Hassan II, il décrit de manière peut-être assez pertinente que le système économique marocain est un système semi-libéral. Donc, il y a une forte influence de l'État dans la production économique. Et il y a bien sûr la liberté d'entreprendre, la liberté juridique. Je veux dire, juridiquement, il y a une liberté d'entreprendre, une concurrence. Mais le Maroc, il y a eu plusieurs phases. C'est-à-dire que pendant les années 60-70, le Maroc était quasiment dans un système d'État-providence.
même si, bien sûr, il n'en avait pas les ressources économiques, mais on était dans un système où l'État était extrêmement présent au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de la justice, et avec beaucoup de dépenses, beaucoup de subventions de la production économique, jusqu'à la fin des années 70 et le choc pétrolier. Donc, depuis le choc pétrolier, il y a eu une augmentation effrénée des dépenses publiques en termes on va dire énergétique. Et le Maroc en 83 est rentré en cessation de paiement avec seulement 3 jours de réserve de change. Et c'est là où on est arrivé devant le FMI, le fameux pacte d'ajustement structurel. Et là, on est passé d'un état de providence à un état austère. C'est là où on a eu toute la dégradation de l'école publique, du système de santé, du système judiciaire, donc tous les services publics. On a assisté à une réelle dégradation des services publics, en même temps qu'on a eu une hausse de la démographie, non pas de la démographie, on va dire nette, mais des catégories démographiques qui est arrivée dans le marché du travail. C'est-à-dire les jeunes commençaient à être majoritaires dans la société, et on n'avait plus rien à leur offrir. Et donc, le Maroc était obligé de faire à la fois, bon, il y a eu le pacte d'ajustement structurel, donc austérité, et de faire le pacte avec le libre-échange dans les années 90, les accords du GATT. D'ailleurs, les premiers accords de l'OMC ont été signés à Marrakech, c'était le GATT à l'époque. Donc le Maroc a intégré le libre-échange jusqu'à la fin des années 90, il y a eu le nouveau règne, et on a commencé effectivement à essayer de capitaliser. Donc on a eu, pendant les années 2000, on a eu quelque part l'émergence d'une certaine classe moyenne, l'immobilier devenait de plus en plus accessible, enfin, en tout cas la propriété immobilière devenait de plus en plus accessible pour les classes moyennes. Donc on a un peu capitalisé, et c'était très rapide parce qu'il y a eu 2008, la crise économique, et donc on s'est rendu compte qu'avoir une économie dépendante de la conjoncture internationale, enfin en tout cas on aurait dû du moins se rendre compte, parce que 10 ans plus tard, on s'en est réellement rendu compte qu'après la crise du Covid. Mais du moins, on a eu cette espèce d'euphorie dans les années 2000. D'ailleurs, c'est aussi une euphorie libertaire. Il y a eu beaucoup de journaux, beaucoup de nouveaux journaux, critiques par rapport au roi. Donc, c'était une euphorie, c'était un peu, si vous voulez, le nirvana libéral, si vous voulez. Et on s'est facilement, l'éternel retour du réel, comme le dit Nietzsche. Et il y a la crise économique 2008, donc les pays européens, les donneurs d'ordre du Maroc sont entrés en crise. Donc nous, on était obligés de développer une économie, entre guillemets, intrinsèque et endogène, même si ça n'a pas réellement été le cas. Le plan d'accélération industrielle, c'est en réalité un plan d'accélération de la sous-traitance. Et après, on a eu tous ces... donc en fait, pour répondre à la question, donc on peut décrire toujours aujourd'hui le système économique marocain comme un système hybride, archéo-capitaliste, semi-libéral pour rester un peu dans le... Semi-libéral à l'époque. On est toujours semi-libéral. Et c'est ça en fait la réalité. La réalité que beaucoup de décideurs économiques aujourd'hui n'arrivent pas à voir en face. Je veux dire, on est toujours par exemple, quand on voit les rapports de la Banque mondiale, les questions du climat des affaires, que voilà, le Maroc n'a pas encore toutes les... même si on est bon par rapport à nos voisins, mais on n'a pas encore ouvert de manière les vannes on va dire, de la liberté économique. Et aussi, on voit également une certaine critique de notre politique monétaire qui est un peu rigide. Et le problème, c'est que la réalité, c'est que le Maroc, de par son histoire économique et de par la conjoncture, l'État est dans l'obligation de jouer le rôle d'accélération industrielle, de rattrapage technologique, comme ça a été fait en Inde, en Afrique du Sud. Au mépris de toutes les règles du libéralisme et de toutes les règles du libre-échange. Et ça leur a permis d'émerger en tant que puissance régionale, ces pays-là. D'ailleurs, on connaît, je ne sais pas si vous connaissez, d'ailleurs j'invite les auditeurs qui ne connaissent pas l'histoire économique de la Malaisie à s'y intéresser, parce que la Malaisie, à la fin des années 90, a connu une crise énorme, et tous les pays de la région, Indonésie, Philippines, tous les pays de la région ont connu une grave crise économique. Le seul pays à ne pas avoir suivi les directives du Fonds monétaire international, c'était la Malaisie. Donc, vous imaginez, quand on ne suit pas les directives et les dictats du FMI, on est considéré comme un État voyou, quasiment. Aujourd'hui, la Malaisie, c'est la centralité de l'Asie du Sud-Est. C'est le pays le plus puissant. Toutes les grandes sociétés qui opèrent dans l'Asie du Sud-Est sont siègent en Malaisie. Donc, il y a eu un rattrapage technologique fait par l'État malaisien.
dans le cadre d'un système archéo-capitaliste, semi-libéral, comme vous voulez, on appelle ça comme on veut. Et qui a permis à la Malaisie d'émerger en tant que puissance régionale, de puissance économique régionale. Aujourd'hui, la Malaisie, économiquement, elle est beaucoup plus performante que l'Indonésie, qui, elle, a, on va dire, une profondeur démographique, parce que c'est un grand pays. Et en termes de production économique, la Malaisie est beaucoup plus efficace. Performante. Dans le rapport de la Commission sur le modèle de développement, il y a cette idée centrale, à savoir la recherche d'un équilibre entre un État fort et une société forte. Ouais. C'est quoi un État fort? Un État fort, on sait ce que c'est. Tout le monde sait ce que c'est qu'un État fort. La Russie est un État fort, la Turquie est un État fort, et contrairement à ce qu'on dit, les États-Unis aussi ont un État fort. Une société forte, on ne sait pas trop ce que c'est. Ça, par contre, on ne sait pas trop ce que c'est. Une société forte, est-ce que c'est une société qui compte peut-être beaucoup sur la société civile? C'est ça, c'est-à-dire une société avec une forte représentation, donc une société active. C'est-à-dire une société qui contribue, on va dire, au débat public. Mais ça, ce n'est pas ça, une société forte. Une société forte, c'est une société, c'est d'abord l'aspect communautaire. Une société forte, c'est une société qui ne se soumet pas au diktat de la contractualisation. C'est ça en réalité une société forte. Pour revenir au cas du nouveau modèle de développement, c'est une contradiction absolue. C'est un effet de vase communicant en réalité. On ne peut pas à la fois demander à l'État d'être fort au niveau régalien, la gestion régalienne, c'est-à-dire avoir une forte armée, une forte police, et à la fois et également d'être extrêmement présent au niveau de la répartition des richesses. Parce que quand on dit qu'il faut une meilleure répartition des richesses, il faut que l'État intervienne via, on va dire, les ficelles fiscales ou pour réguler l'économie et pour on va dire, garantir une répartition équitable des richesses. Et demander en parallèle que l'État se désengage des questions, on va dire, des libertés individuelles, de la surveillance des citoyens. Un État fort est forcément un État qui a une forte influence sur ses citoyens. Donc est-ce que cet État fort qui est proposé aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas quelque part en contradiction avec la volonté de l'écarter via ce qu'on appelle une société forte? Parce qu'en réalité, la société civile, son but, elle n'existe que dans les systèmes libéraux. C'est-à-dire son but, c'est de remplir le vide qui est laissé par l'État. Ouais. Donc, la dernière fois, quand on avait parlé au téléphone, vous m'avez parlé d'une notion assez intéressante qui est l'illibéralisme, qui il me semble, est une piste de réflexion assez intéressante. C'est quoi l'illibéralisme? Alors, l'illibéralisme n'est pas une idéologie en tant que telle. L'illibéralisme est une expérience. Aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, les mouvements démocratiques, etc., ils appellent ça la tentation autoritaire. Et même certains parlent même de tentation fasciste. Mais ce n'est pas totalement ça, parce qu'on est toujours ici dans les réflexions post-1945, donc on n'a pas encore dépassé les traumatismes idéologiques d'avant 1945. Et ça n'a absolument rien à voir. Donc, pour revenir à votre question, l'illibéralisme n'est pas une idéologie, c'est une expérience. C'est-à-dire que c'est une réaction de sociétés qui n'ont pas été dépositaires du messianisme démocratique et qui n'ont pas porté en eux, dans leur anthropologie, dans leur chair, la démocratie, surtout plutôt la modernité prométhéenne. Et les plus grandes, les meilleures expériences, les plus grandes expériences illibérales, ce sont c'est la Russie de Poutine, la Turquie d'Erdogan, ou même Israël. Certains considèrent Israël comme étant une démocratie illibérale. Et on a aussi l'expérience hongroise avec Viktor Orbán. Israël, c'est une théocratie. Oui, c'est une théocratie. Mais en fait, peu importe. Bon, mais je veux dire, théocratie, c'est parce qu'on parle d'État juif. Mais techniquement, si on rentre dans la Constitution, il y a une représentation partisane, c'est une démocratie. Pareil pour l'Iran. L'Iran est une théocratie. Mais quand on voit la représentation partisane, un parlement... On voit le mode d'organisation sociale, c'est... Et politique, exactement. Politique, oui. Alors, donc, comme je disais, c'est une réaction à l'atrophie générée par le délirium démocratique et libéral. Alors, donc c'est une expérience, l'illibéralisme, c'est une expérience qui s'oppose au courant libéral-démocrate. Le libéralisme est né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale,
en Europe centrale et Europe de l'Ouest, principalement Europe de l'Ouest. Et donc l'illibéralisme, c'est un contre-courant, on va dire. Oui, oui, Ouais, et c'est une contre-expérience. Et pourquoi il ne peut y avoir d'expérience illibérale dans les sociétés, dans l'Europe de l'Ouest ou bien en Amérique du Nord? À part, bien sûr, si on est dans un réel changement, si on reste dans l'alternance démocratique et dans les faux clivages idéologiques générés par le libéralisme occidental, il ne peut y avoir d'expérience illibérale, à part, bien sûr, si on arrive à créer un quatrième Reich allemand. Ça veut dire, si on est toujours dans ce paradigme-là, il ne peut y avoir d'expérience illibérale. Parce que même les mouvements souverainistes qui sont proches d'un point de vue du réseau des États illibéraux, une fois au pouvoir, par exemple, une fois au pouvoir dans les pays occidentaux, ils continueront à générer, on va dire, ils perpétueront le système libéral. Si Marine Le Pen prend demain le pouvoir en France, ce ne sera pas du tout, on va dire un choc illibéral pour la France, hein, parce que ce sont des partis, ce sont des mouvements politiques qui, bien que souverainistes et bien que antidémocrates sur certaines questions, portent en eux, dans leur anthropologie, dans leur historicité, le libéralisme. Et pareil, d'ailleurs, même chez la séquence de Donald Trump, qui est une séquence populiste, intéressante d'ailleurs à voir, mais ce n'est pas une séquence illibérale. Certes, Trump n'a fait que perpétuer la tradition démocratique américaine. Par contre, Poutine, en Russie, et Erdogan, dans une moindre mesure, en Turquie, eux, ils ont réagi à l'inefficacité et à l'atrophie du système libéral. Par exemple, la Russie des années 90 ou bien la Turquie des années 90, qui étaient en fait des systèmes qui, même s'ils garantissaient la pluralité, mais c'était des systèmes qui ne généraient ni un pouvoir d'achat pour leurs citoyens, ni garantissaient la souveraineté politique et économique pour leurs États, ni de la plus-value, on va dire, de la croissance, ni de la plus-value économique. Donc il y a eu une réaction de la part de ces mouvements-là qui se sont, on va dire, appropriés les procédés démocratiques. Poutine est arrivé au pouvoir démocratiquement, Erdogan pareil, mais ils ont mis en pause le délirium démocratique afin de maintenir un cap, afin de donner un cap. Et ce cap-là, c'est pour ces pays émerger en tant que puissance régionale, pour la Russie réémerger en tant que puissance mondiale, pour la Turquie émerger en tant que puissance régionale, garantir la souveraineté politique et économique et garantir un pouvoir d'achat pour leurs citoyens. Et ça, on est on va dire il est plutôt aujourd'hui évident que le système démocratique ne peut pas le garantir. Et donc, toi, tu penses que le Maroc a beaucoup à gagner en adoptant ce régime politique? Oui, Pourquoi? il y a l'impératif d'une séquence illibérale au Maroc. Mais le Maroc est déjà illibéral. Non, en fait, c'est plus compliqué. Parce qu'au Maroc, déjà l'illibéralisme vient en réaction, comme je disais, au délirium démocratique. Okay. Alors au Maroc, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas eu de réaction. Non, mais moi, il faut pas, en réalité, moi, quand j'utilise le terme, par exemple, autocratie pour parler du Maroc, ce n'est pas du tout péjoratif, en tout cas, dans ma bouche. C'est-à-dire qu'au contraire, je m'en réjouis qu'il en soit une autocratie. Parce que il n'y a rien que je déteste plus que le délirium démocratique. D'ailleurs, quand on lit l'histoire de la Troisième République, on est complètement horrifié de voir qu'un pays qui est menacé militairement par tous ses voisins, avoir sa classe politique toujours en train à faire des basses manœuvres et à faire de la politique politicienne pour savoir qui va avoir tel siège, qui va avoir tel siège, et entre-temps, le pays, les frontières sont en danger. Donc effectivement, alors pour ce qui est du Maroc, pour revenir au Maroc, alors la séquence, le Maroc n'est pas un pays libéral, au contraire, le Maroc a connu une expérience libérale. Alors depuis la venue au pouvoir du roi Mohamed VI, genre le nouveau règne, il y a eu, pendant les années 2000, pendant 15 ans, on a eu une euphorie libérale. Je veux dire, il y a eu on va dire plus de libertés individuelles, plus de démocratie, on va dire, on a capitalisé sur la séquence libérale des années 90, libérale économiquement, donc on a pu avoir la montée d'une classe moyenne et donc même plus on va dire, de sociétés de consommation. Seulement, on a eu la séquence de 2011, les printemps arabes,
le Maroc a choisi on va dire, d'absorber cette contestation-là et de la déployer, notamment pendant les élections de 2011. Mais on a eu 2011, premier gouvernement Boukhéran. Donc tout ça, ce que je décris là, c'est le délirium démocratique et on est en plein dedans. On est dans le libéralisme politique ici. Arrive alors. Mais le contraire, c'est aussi un État illibéral. Ça va être un État qui exercera plus de pression sur la presse, qui portera. Alors, oui. excusez-moi. Par rapport à la question, oui. Alors sur cette question-là, le seul moyen d'une séquence illibérale au Maroc, ce serait que la monarchie reprenne réellement le pouvoir. D'accord. C'est-à-dire qu'on est dans une remise en question claire de la Constitution de 2011 et des prérogatives qui sont données aujourd'hui à la classe politique. Parce que si on est dans la Constitution de 2011, on est dans la démocratie libérale. Le problème, c'est qu'effectivement, la Constitution de 2011 n'a pas été encore, on va dire, activée au sens organique juridique du terme. Parce qu'on n'a pas la classe politique, on n'a pas une classe politique qui a permis de la déployer dans le réel et dans le réel politique. Mais la Constitution de 2011, c'est une constitution libérale. Oui. Et, on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Alors, effectivement, il y a aujourd'hui au Maroc une tentation à l'illibéralisme. Et moi, j'invite, on va dire, l'État marocain à ne plus simplement être tenté par le libéralisme, mais à l'appliquer. Par l'illibéralisme. L'illibéralisme. D'accord. Okay. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une conjoncture économique interne, la crise du Covid, et puis il y a une conjoncture géopolitique. C'est-à-dire que les frontières du Maroc, à ces frontières, n'ont jamais été aussi menacées. Les frontières nord avec l'Espagne, et les frontières est avec l'Algérie, ainsi que les frontières sud au Sahara. On va dire géopolitiquement, les ennemis du Maroc n'ont jamais été dans un état d'alerte et de prédation vis-à-vis du Maroc aujourd'hui. En tout cas sur les 20-30 dernières années. Alors là, pour ça, j'invite les auditeurs à lire le géopolitologue Escudé, qui est un géopolitologue argentin, et qui met en place ce qu'on appelle une équation qui est très intéressante, qui dit qu'autonomie absolue en termes de politique étrangère égale absolutisme absolu au niveau interne. Et après, tout est une question de dosage. Il faut comprendre que plus le Maroc s'affirme au niveau régional, plus il a besoin de resserrer les rangs au niveau interne. Effectivement, ça va de soi. Effectivement, on ne peut pas laisser des gens qui sont à la solde de puissances étrangères, et je le dis, des gens qui sont à la solde de George Soros, du mondialisme de George Soros, ou bien des gens qui sont à la solde d'États étrangers. Et ça explique pourquoi, en Hongrie, par exemple, il y a des pancartes partout qui fustigent Soros, par exemple. Oui, bien sûr. Je veux dire, quand je dis il faut que la tentation, enfin, on va dire l'impératif d'une séquence illibérale au Maroc vient du fait qu'il faut resserrer les rangs pour pouvoir déployer une stratégie d'autonomie et de souveraineté au niveau géopolitique. Et ce n'est pas avec le nouveau modèle de développement qui a été posé qu'on va réellement resserrer les rangs en interne et d'avoir un front interne qui puisse être unifié. Et quand je dis unifié, je ne parle pas d'unanimisme, je ne parle pas d'immobilisme politique. C'est là où il faut faire la différence. Seulement, il y a des combats politiques à mener au Maroc. Il y a des débats à mener avec l'État. Mais seulement quand les intérêts du Maroc sont pris en compte, et seulement les intérêts du Maroc. Mais quand on est volontairement ou involontairement, c'est-à-dire soit un traître, soit un idiot utile des puissances étrangères ou bien de forces étrangères, forcément, dans la séquence actuelle au Maroc, vu le contexte impératif, c'est normal qu'on soit dans une logique, comme vous parlez, de la pression sur la presse indépendante. Moi, je ne parle pas de presse indépendante. Pour moi, il y a des vrais journalistes au Maroc qui font leur boulot et qui ne sont pas inquiétés parce que ce sont des patriotes, ce sont des gens qui font le boulot, mais de bonne foi, vis-à-vis des intérêts supérieurs de l'État. Mais il y a également, et je ne les appelle pas des journalistes, pour moi c'est des activistes, il y a des activistes qui, eux, mènent une guerre
d'affaiblissement contre l'État marocain. Et volontairement ou involontairement, il l'amène au nom de puissance étrangère. Et c'est normal que l'État marocain réagisse. Et à mon avis, il ne réagit pas assez fermement. Parce que quand une personne ouvertement agit pour le compte de puissance étrangère, moi, je n'ai pas besoin de lui trouver on va dire de lui trouver des infractions pénales de droit commun qu'elle a éventuellement commises. Des échappatoires. Mais voilà, le crime de haute trahison, il existe et il est qualifiable. Revenons sur cette notion d'illibéralisme, et je vais essayer de la challenger un tout petit peu. Un tas d'économistes, dont Zakaria Farid, je ne sais pas si vous connaissez, ouais, donc c'est des économistes de facto libéraux, voilà, et qui s'opposent évidemment à ce courant. Je comprends leur point de vue qui consiste à dire finalement que si une démocratie venait à exister, ben, il vaut mieux qu'elle soit libérale. Et non le contraire. Alors, déjà pour faire un petit peu d'histoire, la démocratie ne saurait être que libérale et capitaliste. Pour qu'on soit clair, la démocratie, pour qu'on soit clair, elle ne saurait être que libérale et capitaliste. Parce que quand on voit la naissance des démocraties historiques, ce qu'on appelle la démocratie d'opinion et de marché, que ce soit celle des pères fondateurs américains ou bien celle des constitutionnalistes français. D'ailleurs, les constitutionnalistes français ont importé de la démocratie en Amérique d'Alexis de Tocqueville, Montesquieu. En fait, la première américanisation de l'Europe, ça a été par le constitutionnalisme et par les révolutions capitalistes du XVIIIe siècle. Et donc, la démocratie a émergé grâce au capital. La démocratie est une création du capital. D'ailleurs, beaucoup d'historiens français considèrent, je vous invite d'ailleurs à lire et à écouter les conférences d'Henri Guillemin, qui parle de coup d'État bancaire pour la Révolution française. Donc la démocratie est une création du capital. Et donc, comme je disais, on va dire seulement le capitalisme peut, par son génie, comme il s'exporte, facilement exportable, peut s'adapter à d'autres systèmes politiques. Il y a des dictatures capitalistes, Pinochet. Donc le capitalisme n'a pas besoin de la démocratie pour se déployer. Mais le meilleur système pour qu'il puisse se déployer, c'est la démocratie. Raison pour laquelle ces régimes autoritaires et capitalistes à la fois, au niveau économique, n'ont pas tenu. Ils sont vite rattrapés par la volonté du capital à toujours vouloir trouver des zones de déploiement. Et à un moment donné, ces mêmes systèmes, bien que ce soit eux qui avaient implanté, aidé à ce que le capital s'implante dans leur pays, ces mêmes systèmes deviennent des obstacles au capitalisme. D'ailleurs, il y a aussi l'expérience tunisienne de Ben Ali, qui était un pays totalement libéral. Mais à un moment donné, le capital international a considéré que le régime tunisien, bien qu'il soit un ami objectif, devenait un obstacle pour son déploiement. Raison pour laquelle, dès que l'oligarchie de Ben Ali a quitté le territoire, la Tunisie s'est soumise à l'oligarchie internationale et on a vu les grandes enseignes internationales s'y installer, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, il n'y avait pas de McDo en Tunisie. Il y avait des chaînes de restauration nationale, c'était une protection, c'était un capitalisme national. Mais à un moment donné, comme il ne s'est pas internationalisé, parce que le destin du capital c'est de s'internationaliser, eh il a été décidé d'écarter Ben Ali, parce que le printemps arabe, enfin surtout la révolution tunisienne, parce que ça a été l'acte fondateur, c'est une société qui a atteint la société de consommation, qui a atteint un degré de conscience grâce à la société de consommation, grâce à une éducation très, très élevée, et qui a voulu à un moment donné atteindre ce qu'on appelle la société ouverte de Karl Popper, et que ne soit plus une société fermée. Et donc aujourd'hui, il ne peut y avoir de capitalisme, il ne peut y avoir de démocratie sans capitalisme. Voilà, pour revenir à mon postulat de départ, et en fait, c'est avec toute l'explication qu'il y avait entre-temps. Donc, le classement de Freedom House, qu'est-ce que vous en faites? Du coup, là, ça... Non, mais c'est intéressant. Je veux dire, c'est extrêmement intéressant de connaître comment Freedom House, qui est
qui est une ONG, un think tank Ouais. Basé à Washington, voilà, qui essaie de, par des facteurs objectifs, qui essaie de définir quel est le degré de démocratie de plusieurs pays. C'est intéressant de savoir comment, parce que le Freedom House, c'est comment le capital voit le Maroc. Même si le Maroc, c'est un État libéral, un État ami de l'Occident du point de vue. Mais le capital profond voit toujours l'État marocain comme étant un obstacle à son déploiement. Ouais, je vais préciser simplement pour ceux Oui, qui nous regardent et qui nous écoutent que Freedom House évalue l'accès des personnes au droit. Je vais lire leur spiel un tout petit peu, voilà, comme ça, Non, bien sûr, c'est intéressant. comme ça les gens ils voient de quoi on parle. Donc, il évalue l'accès des personnes aux droits politiques et aux libertés civiles. Et en fait, dans 210 pays et territoires, dans un rapport qu'il publie annuellement. Donc le Maroc est considéré comme partly avec 37 points. L'Algérie, elle a un score de 31, est considérée comme not free, principalement du fait de l'oppression sur les journalistes, etc. La Tunisie, elle est nettement au-dessus du lot avec un score de 75. Alors la Tunisie, c'est intéressant, on peut parler de la Tunisie. Alors la Tunisie, bien sûr, aujourd'hui, la Tunisie, elle est fortement endettée, avec un très fort taux de chômage chez les jeunes. Oui. La société tunisienne n'a jamais été aussi polarisée qu'aujourd'hui, mais bien sûr, c'est le meilleur ami du capital. Parce que Tunisie à genoux, c'est le meilleur ami du capital. Et d'ailleurs, aujourd'hui, et avec toute l'amitié que j'ai pour le peuple tunisien et pour la Tunisie, en tant que pays et en tant que territoire historique, aujourd'hui, la Tunisie, c'est la meilleure publicité pour l'impératif, pour l'illibéralisme, pour une séquence illibérale. Parce que la Tunisie, aujourd'hui, c'est une démocratie, effectivement. Elle est considérée d'ailleurs par Freedom House, par toutes les donneurs de leçons internationaux comme étant une démocratie, mais on voit bien aujourd'hui que la Tunisie est dans un délirium, ce que j'appelle le délirium démocratique. Un peu comme celui de la Troisième République française. C'est-à-dire que les Tunisiens, aujourd'hui, aucune force politique tunisienne n'est jamais d'accord sur rien. Et aujourd'hui, les Tunisiens sont à la recherche d'une figure de rassemblement, d'une figure tutélaire, d'une figure patriarcale, qui puisse rassembler ces forces-là et qui puisse donner un cap, une stratégie à la Tunisie. Et aujourd'hui, on va dire, la problématique se pose extrêmement pour nos amis tunisiens, parce que tant qu'ils resteront dans cette admiration béate et dans cette finalité de la démocratie pour la démocratie en tant que projet politique en soi, je ne crois pas que la question du pouvoir d'achat ou la question de la souveraineté économique sera réglée. Parce qu'il faut comprendre que tant que les foules arabes, tant que les foules arabes ne comprennent pas que la question de la souveraineté économique, la question plutôt du pouvoir d'achat et de la justice sociale, ce n'est pas un combat institutionnel et politique, mais un combat de souveraineté économique, alors ils vont arrêter de se ridiculiser dans des manifestations aussi puériles les unes que les autres. Au Liban, quand on comprendra, d'ailleurs le cas de la Tunisie, et quand on comprendra aujourd'hui que quand on investit le terrain politique et qu'on n'a pas investi le terrain de la souveraineté économique, ben en réalité on est juste un idiot utile. C'est juste les créanciers de l'État qui ont changé depuis, tout simplement. Mais la question de la justice sociale, du pouvoir d'achat, doivent d'abord être celle de la souveraineté économique. Et pour atteindre la souveraineté économique, il faut d'abord une souveraineté politique, un État fort. Je ne parle pas de société forte, parce que pour moi tout ça c'est des faux concepts. Et à partir de là, on pourra déployer après une politique de libertés individuelles, etc. Mais tant qu'il ne sont pas garanties les conditions d'une émergence économique, on pourra faire des élections tout aussi transparentes les unes que les autres. On n'y arrivera pas. La démocratie la plus parfaite ne peut rien contre les grands bailleurs de fonds. Donc l'idée de dire que la démocratie est la destination finale. Oui, en tant que finalité en soi. Moi d'ailleurs, je ne fais aucune différence entre la démocratie et la plutocratie. Pour moi, la démocratie est intrinsèquement une plutocratie. J'invite vos auditeurs à s'intéresser à la séquence de la Troisième République en France. C'est
c'est on va dire un pouvoir civil. Donc déjà, c'est un pouvoir civil entre les mains d'hommes politiques, c'est un pouvoir parlementaire, et qui est la réalité de la production économique, ben, elle n'est pas là, elle n'est pas au Parlement, elle est ailleurs. En l'occurrence, la plutocratie de la République du Weimar ou la plutocratie de la Troisième République française ont eu comme réaction, on connaît tous l'histoire des années 30, et que la réaction l'avenue d'Hitler au pouvoir, c'est aussi ou bien l'avenue de Pétain, ou bien même l'avenue de De Gaulle. Oui, d'ailleurs, l'avenue de De Gaulle d'ailleurs, est plus politiquement correcte, on peut parler de Pétain. Le fait que De Gaulle ait installé une 5e République, c'est par rapport c'est en réaction à la plutocratie de la 4e République, qui était un système instable. Voilà. Donc il y a une nécessité aujourd'hui de voir la démocratie, non pas comme une finalité en soi, mais comme on va dire une superstructure d'un système dont les conditions d'émergence politique ont déjà été établies. Voilà. Donc un État fort, une souveraineté économique, souveraineté politique, souveraineté identitaire. Plus tard, on pourra parler après de... Vous n'avez pas évoqué l'exemple de la Hongrie. Ah oui, la Hongrie, la Hongrie, en fait, la Hongrie la Hongrie est très intéressante parce que la Hongrie, contrairement à l'exemple turc et à l'exemple russe, la Hongrie est membre de l'Union européenne. Et la Hongrie, depuis on va dire l'avenue au pouvoir d'Orban, est une réelle épine dans le pied de l'Union européenne. Ouais, et d'ailleurs, plusieurs observateurs s'accordent à dire que si la Hongrie avait demandé l'adhésion à l'Union européenne avec ce régime politique, voilà, on ne lui aurait pas autorisé. D'ailleurs, il y a un article qui est tombé aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez vu. S'il est tombé aujourd'hui, je ne crois pas. Oh, ok. Bon. Alors dites-moi. Non, mais c'est sur le mouvement LGBT. Bon, bref. Oui, non, parce qu'effectivement, alors pour revenir à ça, alors c'est intéressant, là, alors je ne sais pas quand cette émission sera publiée, mais il y a l'euro qui est aujourd'hui en cours. Justement, on cherche à l'inscrire sur une finalité longue, donc c'est pour ça que D'accord, très bien. Le fait de citer l'article n'a pas réellement de sens. Non, mais on peut parler de cette séquence-là, parce que, effectivement, la Hongrie, sur la question LGBT, la Hongrie n'est pas un État homophobe. Là, pour qu'on arrête l'hystérie. Et d'ailleurs, la Russie de Poutine non plus. La Turquie d'Erdogan, c'est un peu plus compliqué. Mais la Hongrie d'Orban et la Russie de Poutine ne sont pas des États homophobes. Seulement, effectivement, l'homosexualité n'est pas pénalisée en tant que pratique. Seulement, il y a effectivement une interdiction de ce qu'on pourrait appeler la propagande homosexuelle, la propagande LGBT, en tant que programme politique. Et il y a effectivement, aujourd'hui, le mouvement LGBT, c'est un programme politique. Ce n'est pas du bon sens. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Orban, dans une démarche de protection de la société, des fondamentaux de sa société, a décidé de ne pas se soumettre au diktat de l'Union européenne, sachant que l'Union européenne aujourd'hui, c'est le bras armé du mondialisme. Et ce n'est pas pour rien aujourd'hui que l'Union européenne est sous la botte de l'Allemagne. Parce que l'Allemagne, en tant qu'État national aujourd'hui, c'est le lieu de déploiement aujourd'hui du projet sorosien. Souvent, les gens croient que le centre du mondialisme, c'est les États-Unis. Mais depuis la séquence de Trump, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, le centre névralgique du mondialisme, c'est l'Allemagne. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, l'Union européenne... Et l'Allemagne, c'est un État 100% libéral-démocrate, ça. Oui, ça c'est clair. Ouais. Et d'autant que, même si aujourd'hui l'État allemand est aux antipodes anthropologiques de ce qu'était l'Allemagne ancestrale, la Germanie traditionnelle. Clair, ouais. D'accord, c'est un État post-45, c'est un État de soumission. L'Allemagne est à genoux depuis 1945, il faut le comprendre. C'est un État de vaincu. Quand je parle de l'Allemagne aujourd'hui, c'est l'Allemagne en tant qu'État vaincu, non pas l'Allemagne en tant qu'histoire, comme puissance historique. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui le Maroc est, dans le cadre de la dialectique ami-ennemi, le Maroc est aujourd'hui en conflit avec l'Allemagne, pour plusieurs raisons. Donc, pas seulement parce que l'Allemagne est un allié stratégique pour des questions énergétiques de l'Algérie, mais c'est surtout aussi l'Allemagne, de par le déploiement de son ambassade, est aujourd'hui l'un des premiers promoteurs des mouvements d'extrême gauche, protecteur des mouvements islamistes. Donc aujourd'hui, le Maroc a su reconnaître, l'État marocain a su reconnaître en Allemagne, en l'État allemand, l'un des pourvoyeurs de fonds de ses ennemis. Que ce soit de ses ennemis stratégiques à l'extérieur, c'est-à-dire l'Algérie, mais aussi de ses opposants en interne.
Je pense que vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à Viktor Orban. Oui, par rapport à Orban, ce qui intéresse, oui, parce que comme je disais, Orban, lui, il est venu au pouvoir dans le cadre d'une Hongrie libérale qui est en fait membre de l'Union européenne. Aujourd'hui, Orban, c'est quasiment un chef d'État dissident. En fait, c'est un Loukachenko qui a essayé de trouver, qui s'est retrouvé à Bruxelles. Exact. Un Loukachenko qui s'est retrouvé à Bruxelles. Exactement. Et c'est lui qui va, et c'est d'ailleurs, on pourrait parier là-dessus, sur le long terme, c'est Orban qui fera la fin. En tout cas, c'est en tout cas, l'urbanisme, on va dire, ce qu'il a lancé comme mouvement, comme tendance, sera la fin, par effet de domino, par effet boule de neige, de l'Union européenne en tant que structure supranationale. Parce que l'Union européenne, aujourd'hui, elle n'a plus comme base que l'Allemagne. Parce que même la France, aujourd'hui, son destin, c'est dans le Frexit. Et la majorité des mouvements souverainistes, aujourd'hui, en France, sont pour le Frexit. Parce que la France s'est rendue compte qu'elle était perdante un peu trop tard par rapport aux Anglais. Mais tôt ou tard, ils se rendront compte qu'ils sont perdants. Et ils quitteront également l'Union européenne. Il restera alors dans l'Union européenne que le donneur d'ordre allemand et les petits États méditerranéens qui sont l'Italie, l'Espagne, qui eux sont dans l'Union européenne simplement pour des raisons d'émergence économique, parce que pour des questions de subvention. Qui sont par ailleurs très endettés. Oui, très endettés, et qui ont besoin de l'Union européenne pour garantir une stabilité politique et économique. Économique, oui. Alors, en fait, j'ai regardé récemment un petit documentaire sur la BBC. En fait, il y a Michael Ignatieff, je ne sais pas si je prononce bien son... Ignatieff, voilà. C'est président de la Central Europe University. C'est une université basée à Budapest et financée par Soros. Hein, je le précise d'emblée. Et on se demande comment ça se fait qu'ils sont toujours là. Oui, bien sûr. Il a déclaré dans un échange donc, avec la BBC que le gouvernement hongrois actuel exerce un pouvoir substantiel sur les médias, sur le système judiciaire et sur l'économie. Si un gouvernement venait à détenir un contrôle exclusif sur la presse, est-ce que ça vous dérange pas? Alors, ça ne me dérange pas pour plusieurs raisons. Parce qu'il s'agit là, en fait, non pas d'analyse objective de ce que pourrait être l'illibéralisme, parce qu'on serait d'accord, un système illibéral est un système d'État fort où le cœur, les moyens de l'État dirigent l'économie, la politique, on est d'accord. Mais là, il s'agit d'accusation, en réalité. Il s'agit d'un jugement de valeur. Qui vous dit que dans les systèmes économiques, dans les systèmes démocratiques, qu'est-ce qui nous dit que le journalisme n'est pas aux ordres? Donc vous pensez que, par exemple, en France, il y a une presse libre? Pensez aux États-Unis, il y a une presse libre? Non, moi je sais que. Mais j'essaie c'est une question rhétorique. Question rhétorique, oui, bien sûr, j'ai compris. La presse n'est pas libre, même dans les pays occidentaux, je veux dire les pays qui se revendiquent, qui se gargarisent de la démocratie, il n'y a pas de presse libre. D'ailleurs, il y a une fameuse phrase d'un intellectuel que je ne citerai pas et que vos auditeurs reconnaîtront. Aujourd'hui, en France ou en Occident, un journaliste est soit une péripatéticienne ou un chauffeur. Bon, une presse qui touche le soutien de l'État, c'est une presse qui se respecte? Non, absolument pas. Absolument pas. D'ailleurs, aujourd'hui, la presse le lecteur n'est pas dupe? La presse francophone qui nous donne des leçons aujourd'hui au Maroc, c'est pour ça, justement. qui nous donne des leçons sont aujourd'hui gavés de subventions étatiques. Bien sûr. Ce sont des gens qui ne produisent aucune économie. Et quand une presse ne produit plus aucune économie indépendamment de la subvention de l'État, c'est qu'il y a problème. Donc on est bien d'accord. Mais si demain, je veux dire, un système... Bon, si un gouvernement parvient à exercer un pouvoir sur la presse, ça va être via l'argent, c'est le pouvoir économique principalement. Et donc, c'est-à-dire que là, en fait, bon, là, on vient de parler de notre économie, de notre presse nationale. Mais on peut parler de la presse nationale marocaine, parce que c'est très intéressant. Déjà, il faut comprendre que l'activité médiatique au Maroc, elle a commencé avec les partis politiques.
Donc, les années 60-70, la majorité des grands médias, c'était des médias affiliés à des partis politiques ou des syndicats. Et donc, les médias étaient étaient dans le réel, en fait. Bien il y avait une propagande partisane, mais l'activité journalistique était dans le réel du politique, du combat des luttes politiques. Après, il y a eu la séquence des années 90, l'alternance à la fin des années 90, mais bien avant, bon, il y a eu une mini-alternance en 92 entre Hassan II et la Côte démocratique. Et on a assisté on va dire à une nouvelle génération de médias qui se déclaraient indépendants. Premier quotidien indépendant du Maroc. Et cette indépendance-là, elle ne s'analysait pas à l'aune de l'appartenance d'un parti politique, à l'aune de l'État ou bien économique, elle s'analysait à l'aune de l'appartenance ou pas à un parti politique. Donc quand un journal dans les années 90 au Maroc disait qu'il était indépendant, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas partie, qu'il n'était pas... Que sa ligne éditoriale n'était pas adossée à un parti politique ou un syndicat. Et avec les mouvements politiques qu'il y a eu au Maroc, c'est-à-dire que on a eu l'émergence de ce qu'on pourrait appeler une notabilité politique. Certains notables, parce que j'aime pas le terme oligarque, parce que l'oligarchie, elle renvoie à un système politique illibéral et on n'est pas dans un système politique illibéral. Il y a des oligarques en Russie, il n'y a pas d'oligarques au Maroc, parce qu'aujourd'hui, il y a des réseaux qui sont encore un peu contradictoires au Maroc, et l'État marocain est aujourd'hui dans une séquence schmittienne où il y a les forces de l'ordre et les forces du mouvement, et les forces du mouvement aujourd'hui sont en train de gagner vis-à-vis des forces de l'ordre. Mais forces de l'ordre, pas les forces de l'ordre, la police, hein, mais oui, bien sûr. Les structures qui maintiennent l'État marocain. Et donc, comme je le disais, il y a eu l'émergence de la notabilité politique. Alors, cette notabilité politique a profité de ce nouveau marché médiatique et est parti l'investir. Donc, on a commencé à assister à des grands médias qui sont détenus par des institutions, par des institutions économiques, et qui ont aussi un pouvoir politique. Et ça vaut pour tout le monde. Ça ne vaut pas seulement, même ceux qui se gargarisent de la déontologie, de l'indépendance, ont tous plus ou moins un lien avec un opérateur économique de grande ampleur, soit d'un point de vue capitalistique, soit d'un point de vue commercial. Et après, et donc finalement, là où on est aujourd'hui, c'est que l'indépendance de la presse, elle doit s'analyser non pas à l'appartenance à un parti politique ou bien à une structure, à un syndicat, ou bien par rapport à l'État marocain, est-ce que c'est une institution publique ou privée. Elle doit s'analyser par rapport à son lien capitalistique et commercial aux grandes structures économiques. Je ne sais pas si je peux citer des noms dans cette émission. Vas-y. Mais Aziz Arnouch, Moulay Fedalami, et d'autres qui ont investi dans la presse. Ouais, bien sûr. Donc à partir de là, quand on vient me dire oui, je suis un média indépendant, mais mon actionnaire majoritaire même pas un oligarque, est un notable politique, c'est pas possible. Voilà. Non, ça tient pas. Et raison pour laquelle, pour moi, l'indépendance de la presse, c'est un vœu pieux. Moi, je suis pour, et ça peut peut-être vous étonner, je suis pour la solution qui est proposée par Étienne Chouard, qui plaide pour dépasser ces contradictions-là, qui plaide pour que le journalisme soit au même titre que la magistrature, une fonction publique, mais une fonction publique indépendante de l'État, que les journalistes soient comme les magistrats, c'est-à-dire qu'ils soient payés par l'État, mais qu'ils soient institutionnellement, constitutionnellement et juridiquement indépendants, comme les magistrats. Et c'est peut-être une piste d'analyse qu'il s'agit de voir. Mais le journalisme indépendant, mais payé par tel ou tel notable, tout ça, on est dans la plutocratie. Bien sûr, on a intérêt. Enfin, le citoyen. Sauf sur Inactuel. Mais on est au service de quelqu'un. Et sur l'angle aussi. Non, mais de toute façon, le citoyen, il a intérêt à ce que l'État finance les journalistes. Et toujours est-il, il faut trouver cette indépendance vis-à-vis du diktat marchand. C'est ça qui est, ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, quand on dit qu'aujourd'hui les systèmes illibéraux, ils font la pression sur la presse, c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité.
Oui, d'accord, aujourd'hui, d'accord. les médias occidentaux, par qui ils sont détenus? Ils sont détenus par une poignée de milliardaires. Tout à fait d'accord là-dessus. Mm. Abdessamad Naimi, merci beaucoup. Merci à toi. C'était vraiment très intéressant. C'est très très intéressant. On est arrivé au bout et je te dis à très bientôt. Bah, j'espère bien. Pour un café, cette fois. Ouais, ouais.